Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'On-Jase-là, l'émission où on discute d'un nouveau sujet à chaque semaine. Marc-André au micro et comme d'habitude, je suis entouré de mes fidèles collaborateurs, Rosemary. Allô. Clarence. Allô. Samuel. Allô. Et cette semaine, on a une invitée, notre troisième invitée de l'émission, Sarah Bérubé. Salut. Salut Sarah. Enfin, on se connaît du travail, on est une collègue de travail donc au ministère des Affaires étrangères. Je pense qu'académiquement, on a un parcours un peu similaire. Oui, on a toutes les deux pas mal étudié en relations internationales, je pense. Oui, sciences politiques, relations internationales, mais toi à l'Université Laval à Québec. Oui, exactement. Fait que dans le fond, j'ai étudié aux hautes études internationales pour la maîtrise. Puis dans le fond, dans le cadre de la maîtrise, il fallait qu'on fasse des stages à l'étranger. Donc j'ai eu la chance d'aller à Washington pour travailler au bureau du Québec à Washington. J'étais là directement durant les primaires, en fait, de janvier à avril 2016. Donc j'ai eu la chance de suivre Trump dans son ascension au sein du Parti républicain. Chanceux. Mais Ouais. oui, la joie. Bravo. Mais bravo! Je pense que c'est vraiment le bon terme, historique. Il n'y a personne qui en est revenu non plus. Puis en fait, j'ai eu la chance par la suite d'aller à la délégation du Québec à Londres parce que voilà, ils cherchaient des personnes pour couvrir la foire internationale d'aéronautique. Mais j'étais là durant le Brexit, donc j'ai encore eu la chance de vivre un événement historique. On t'enverra plus nulle part. Ouais, ça, j'allais dire. Ouais, il y a un de mes amis qui m'a déjà passé le commentaire. Sarah, à chaque fois que tu vas à quelque part, il se passe quelque chose. Il faudrait que je te suive. Fait que dans le fond, ça, j'étais là en juin 2016 et j'étais là le lendemain qu'il y a eu en fait, le résultat du Brexit. Donc, j'ai eu des réactions sur le vif, sur la rue, admettons, et même au sein de la délégation, là, de voir tout l'aspect, la réaction de la délégation du Québec à Londres. Super, puis ça doit justement être pertinent pour le sujet dont tu vas nous parler. En fait, tu vas nous parler de populisme et qu'est-ce qui fait que les gens sont tentés par ces options-là, par l'option populiste. Oui, puis c'est vraiment toujours intéressant d'avoir aussi le point de vue sur le terrain. Fait que j'ai essayé de peut-être faire le lien entre ce que j'ai lu et le vécu. Le vécu. Super, mais avant d'aborder ce sujet-là, Rosemary, qu'est-ce qu'on boit? Donc, cette semaine, on boit la bière Marie-Framboise de la brasserie Saint-Arnould qui est située à Mont-Tremblant. Donc, c'est une bière, attention, c'est une blanche ambrée. Interprétez ça comme vous voulez. Une blanche ambrée aux framboises, donc qui contient 5% d'alcool. La robe de la bière est trouble, ce qu'on peut attribuer probablement à la blanche. Mais elle a une couleur ambrée. Je sais pas si c'est pour ça qu'ils disent ambrée, parce que moi, je cherche le caractère ambré de la bière, mis à part sa couleur. Ouais. Puis moi, je me disais que la couleur était peut-être plus due aux framboises, tout simplement. Donc, en tout cas, je sais pas trop. Mais bon, c'est ça, une belle robe ambrée, contrairement à une robe rouge fluo, comme par exemple la Solstice d'été de Dieu du ciel, qui est également une bière aux framboises. Donc, on parle vraiment pas de la même couleur, là. Au nez, la framboise est vraiment évidente. Elle prend beaucoup de place. En bouche, on la sent beaucoup aussi. On ressent plutôt le côté sucré de la framboise que le côté acidulé. Encore une fois, contrairement à la solstice d'été qui est très acide, un petit peu sûr même. Mais c'est quand même pas trop sucré. Je trouve qu'il y a un bel équilibre entre le sucré et l'acidité de la bière. C'est une bière qui n'a aucune amertume, mais on sent des notes de levure un petit peu à la fin. C'est une bière qui est peu effervescente, très onctueuse, un peu comme une blanche, dans le fond. Moi, je l'ai trouvée très bonne, une bière très rafraîchissante. Puis, je suis contente parce que ça goûte pas simplement la bière avec du jus de framboise dedans, là. On sent le goût naturel de la framboise. Je trouve que c'est bien dosé, pas trop sucré. Ouais, c'est vraiment dans mes cordes, ça, comme bière. Oui. Beaucoup plus que la semaine dernière. Ah, ben tant mieux, je suis contente. Oui, la gruite, Puis... sûre, n'a pas été ton fort la semaine dernière. Vraiment. Puis, j'ai un peu inquiet, pas inquiet, mais quand tu as dit au début, c'est une bière à la framboise, on est souvent habitué à ce que justement ça soit trop sucré, que ça goûte vraiment plus le jus avec une certaine amertume puis tout ça, mais c'est vraiment pas le cas. Le goût est juste assez présent. Ouais, j'hésite toujours à présenter des bières aux fruits parce que c'est ça, je trouve qu'il y a tout le temps ce petit problème-là avec les bières aux fruits, mais celle-là le présente pas, ce problème-là. Donc, j'étais bien contente, c'était une belle découverte. Peux-tu me rappeler le nom, s'il te plaît? C'était la Marie-Framboise de Saint-Arnould. Super, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Maintenant, Sarah, le micro est à toi. OK. Pas littéralement, là, on est pas loin. Je vous l'emprunte quelques instants.
Comme on en a discuté en fait au début de l'émission, j'ai eu la chance d'être à Washington durant l'ascension de Trump au sein du Parti républicain, donc durant les primaires, et également au Royaume-Uni durant le vote pour le Brexit. C'est quelque chose qui m'avait fortement marqué. Puis en fait, c'est la raison pour laquelle j'aurais voulu en fait qu'on parle du populisme en général, parce que c'est quand même encore d'actualité. C'est pas simplement des choses qui se sont passées en 2016-2017. Quand on pense, admettons, au Front National qui a eu une énorme montée durant la présidentielle en France en 2017, mais aussi avec en ce moment du côté italien, il y a le mouvement des 5 étoiles qui va créer une coalition sous peu en fait avec la Ligue. Et la Ligue est un parti d'extrême droite. Et il y a également aussi avec l'Allemagne, le parti d'Angela Merkel a perdu des votes au profit de l'AfD, qui est aussi un parti d'extrême droite. Il y a encore ces éléments d'actualité, mais ici au Canada, si on y pense, on a Doug Ford qui a gagné la course à l'investiture du côté ontarien pour le Parti conservateur. Et les élections vont arriver sous peu, en fait, le 7 juin. Et du côté du Québec, on a François Legault et la CAQ et la récente, en fait, proposition qu'ils ont faite par rapport à l'immigration. Donc, de faire passer un test de valeur aux immigrants dans les 3 ans après leur arrivée pour savoir si oui ou non ce sont des bons Québécois. Donc, est-ce qu'ils ont les valeurs québécoises? Est-ce qu'ils ont la maîtrise de la langue? Est-ce qu'ils sont en recherche d'emploi? Donc, on a encore des questionnements, j'ai l'impression, par rapport à ça, ou du moins un mouvement dans la société. Donc, j'aurais voulu peut-être comme en discuter avec vous parce que on se dit souvent que le mouvement populiste est irrationnel, qui prendra pas nécessairement racine au Canada. Donc, c'est de voir peut-être avec justement du côté ontarien, du côté québécois, comment est-ce que ça pourrait se développer avec le résultat des élections. Donc, j'ai comme l'impression un peu qu'on regarde souvent le phénomène de façon biaisée. Je pourrais vous conter en fait une anecdote quand j'étais à Londres. Tout de suite après le résultat du Brexit, donc c'était le matin, je me promenais sur la rue, puis en fait j'ai saisi une conversation entre 2 Britanniques qui se demandaient en fait comment c'était possible que ce résultat-là soit arrivé au Royaume-Uni, alors que les Britanniques se considèrent comme des personnes qui sont rationnelles, des personnes pragmatiques. Puis en fait, ce qui est vraiment drôle et un peu ironique, c'est qu'ils ont terminé la conversation en disant qu'ils allaient vivre avec les conséquences. Donc c'est le retour du pragmatisme britannique qui revient au galop. Mais tu sais, c'est juste pour démontrer en fait que même les Britanniques eux-mêmes ne savaient pas nécessairement pourquoi, c'était quoi les raisons derrière ça. Puis même à Washington, j'ai eu la chance d'écrire des rapports diplomatiques sur en fait les développements politiques du côté des primaires, donc autant du côté démocratique que du côté républicain. Juste pour mettre nos auditeurs qui sont peut-être moins au courant de à quoi ressemble un rapport diplomatique, peux-tu juste nous décrire un peu à qui ça va, ces rapports-là, à quoi ça ressemble, juste les grandes lignes? Oui. En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand on envoie des personnes à l'étranger, c'est souvent pour qu'ils soient les antennes, que ce soit du pays ou de la province, sur le terrain. Donc, le rôle de ces personnes-là, c'est d'assister en fait à des événements et de lire les médias sur place pour ensuite faire des rapports, donc d'écrire, admettons, en fonction de ce qu'on saisit dans l'actualité puis de nos discussions avec les autres personnes, voici ce qui est important de notre point de vue par rapport aux priorités, nous, en fait, au Canada ou au Québec. Donc, c'est d'écrire à peu près 1 ou 2 pages puis de dire, admettons, quels sont les développements économiques, quels sont les développements politiques, est-ce qu'il y a des sujets que vous devriez absolument être au courant, si, admettons, il y a des développements qui pourraient avoir un impact pour nos intérêts à nous. Puis par la suite, ça informe en fait l'administration centrale. Okay. Ouais. Sais-tu jusqu'à quel niveau, en fait, dans la hiérarchie, pouvaient se rendre les rapports que tu as écrits? Oui, en fait, sur le système du ministère des Relations internationales et de la francophonie, c'est possible de voir quelle personne est taguée, guillemets. Donc, vu que le bureau du Québec à Washington était un endroit stratégique, ça s'est rendu jusqu'au niveau du sous-ministre des Relations internationales. Lui-même avait un intérêt par rapport à Washington, ayant été lui-même directeur du bureau quelques années auparavant. Mais sinon, l'audience principale étant le bureau qui s'occupe des États-Unis au ministère des Relations internationales. OK. Super, merci.
Fait que oui, j'ai eu la chance d'écrire ces rapports-là. Et en fait, en faisant ma veille médiatique, j'ai couvert depuis le moment où est-ce que Trump a annoncé sa candidature en août 2015 et j'ai vu le changement de discours au sein des médias américains. C'est-à-dire, c'est une vraie blague jusqu'à « oh, ça arrive ». Donc, c'était vraiment intéressant et c'est surtout aussi, dans le discours des médias, c'est de se dire qu'il y a personne qui l'a vu venir. Puis c'est là, en fait, que j'ai comme le questionnement, le personne, ça réfère à qui? Puis c'est l'argument et la thèse du livre que j'aimerais ça discuter avec vous, en fait. Ça s'appelle « The Road to Somewhere ». Ça a été écrit par David Goodhart. Et en fait, ça discute majoritairement du Brexit, mais ça élabore également sur le mouvement populiste en général. Et sa thèse à lui, c'est que le personne, ça réfère à un certain groupe. Et ce groupe-là, en fait, c'est pas nécessairement lié... Oui, ça a une certaine connexion avec les classes sociales, avec le revenu des personnes, mais ça a majoritairement... en fait, il y a une connexion plus forte avec l'éducation de ces personnes-là, mais également la mobilité. Fait que les personnes qui ont la chance d'aller à l'international, de voyager, et d'avoir cette exposition-là peut-être à d'autres mentalités, à d'autres cultures, à d'autres valeurs. Puis je trouvais que ça avait une bonne résonance en fait avec ce que j'avais vécu en général, puis aussi par rapport, je veux dire, aux relations comme sociales qu'on a dans la vie. Je veux dire, je pense que la plupart d'entre nous ont été à l'université, donc c'est de voir aussi qu'on est peut-être dans un certain groupe, dans une certaine bulle jusqu'à un certain point de vue, et que ça peut avoir un impact sur notre vision du monde. Donc, dans le fond, sa thèse à David Goodhart, c'est qu'il y a une disconnexion, en fait, avec les anywheres et les somewheres. Et là, je vais vous expliquer les deux catégories. Donc, les anywheres, c'est un groupe qui forme à peu près 25% de la population. Ce sont des personnes, justement, qui ont été à l'université, donc qui ont des études supérieures. Qui sont majoritairement présentes dans les institutions libérales, que ce soit les universités, que ce soit les partis politiques, que ce soit la fonction publique ou les organisations internationales. Ils font à peu près le quart le plus haut dans les classes sociales au niveau des revenus aussi. Puis en fait, ça représente un peu, dans le fond, ceux qui ont voté pour le Remain au Brexit. Ça représente une grande proportion. Le choix de rester dans l'Union européenne. Dans l'Union européenne, ouais. Exactement. La deuxième classe, c'est les somewheres, qui eux représentent peut-être plus la classe moyenne. Admettons, si on reprend le concept ici du Parti libéral. Dans le fond, ils représentent peut-être les 3/4 justement des classes sociales qui sont peut-être plus au bas de l'échelle, mais ces personnes-là sont davantage attachées à la communauté. Ils sont plus inconfortables avec les changements économiques et sociaux et culturels. Ils rejettent pas nécessairement l'ouverture, parce que, en fait, j'en discutais plus tard, ils ont accepté certaines libéralisations qui ont eu lieu dans les années 60 et 80, mais c'est juste que cette ouverture-là ne doit pas les désavantager. Puis en fait, David Goodhart prend vraiment comme le temps de bien expliquer que c'est pas une dichotomie. C'est pas deux catégories qui sont dichotomiques, c'est un spectre. Et aux deux extrêmes du spectre, on retrouve les citoyens... Du monde, merci Marc-André. Les citoyens du monde et les hard authoritarians, je sais pas comment est-ce que vous traduiriez ça. Les autoritaires, Durs. Oui. Ouais, des autoritaires durs à cuire, si on veut. Fortement autoritaires. Ouais. Autoritariens. Autoritarien, ça fait un petit peu... Mais écrivez-nous! Ben, dans le fond, c'est ceux qui penchent peut-être plus vers la loi et l'ordre. Exactement, qui sont plus conservateurs puis qui ont vraiment comme une vision un petit peu plus restreinte des personnes qui peuvent joindre le club national, admettons, ou la citoyenneté. Ok, donc des nationaliste, c'est quand même un mot avec un sens très fort au Québec. C'est très connoté. Ouais. Ben, c'est ça, mais... Tant positivement que négativement, soit tout en passant. Mais... Disons les ultranationalistes pour la définition. Parce que ça n'empêche pas que les anywheres sont nationalistes également, jusqu'à un certain point. Ok, ultranationalistes? Est-ce qu'on a un consensus? On peut dire ça comme ça. J'aime beaucoup l'expression anywhere contre somewhere. Ouais. On voit que le somewhere, c'est parce que c'est des gens qui sont attachés à un endroit relativement restreint. Leur réalité se résume à l'endroit qu'ils habitent, puis
les alentours, Ouais. alors que les Anywhere, c'est ceux qui sont très connectés justement, puis qui considèrent le monde comme un village global. Je trouve que c'est des expressions qui sont qui vaudraient la peine d'être utilisées davantage. Là, Ça fait beaucoup écho à l'internationalisme libéral que prône, Ouais. se semble en tout cas prôner le Parti libéral au Canada. là. Ouais, ben qui est pas mal le discours mainstream au Canada. Oui. Même chez les conservateurs. depuis la fin de la moins Seconde Guerre fort chez les mondiale, conservateurs, ouais. mais quand même présent. Puis c'est intéressant, Samuel, que tu apportes ça parce que dans le livre, en fait, Goodhart fait un recoupement par rapport au niveau de l'éducation des personnes, mais également par rapport à leurs revenus et la distance à partir de laquelle ils vivent par rapport à leur lieu d'origine, c'est-à-dire genre où est-ce que leur famille habite. Donc le recoupement est vraiment saisissant parce que tu vois vraiment une corrélation entre le fait comme à partir du moment où est-ce que tu as une éducation, en fait des études supérieures, tu habites plus loin de ta famille que les personnes, admettons, qui ont moins d'éducation. Il faut que tu t'exiles pour aller étudier, chose générale, là, à moins d'habiter dans ces grands centres-là. Ouais. Puis quand tu habites dans ces grands centres-là, ben, tu es exposé justement à une pluralité que tu vis pas quand tu es... Si t'es en région. Ouais. Diversité culturelle et intellectuelle aussi. Ouais. Qui change ton point de vue sur le monde. Puis surtout, je sais pas si vous avez eu la chance également, mais ici au Québec, on a l'opportunité d'aller faire des sessions à l'étranger dans beaucoup d'universités. En Europe, c'est également la même chose avec Erasmus. Donc ça aussi, ça crée une certaine connexion avec d'autres cultures. Donc, non, définitivement, je trouvais que ça s'appliquait bien, cette distinction-là entre Anywhere, Somewhere. Anywhere, qui 25% à peu près de la population, Somewhere, c'est 50%. Puis dans le spectre, en fait, il y a les in-betweeners, donc les entre-deux, qui équivalent à peu près à 25% de la population. Les citoyens du monde, ça équivaut à peu près à 5% de la population. Et les ultranationalistes, comme nous avons trouvé consensuellement, 5 à 7% de la population. Mais ça, c'est vraiment comme une évaluation de l'auteur, donc et spécifiquement pour le Royaume-Uni. Donc, il fait son étude sur le thème. Ouais. C'est grossier, là. C'est pas... il a pas construit ses schémas à partir de statistiques ou quoi que ce soit. C'est pour donner une idée à peu près des tailles de groupe, ou il se base sur des chiffres que vraiment... Il s'est basé majoritairement sur les statistiques du vote pour le Brexit, et recoupé avec certaines questions de sondage qu'il y avait lui-même, parce qu'il a travaillé pour YouPoll ou YouGovernment. Donc, il a eu la chance d'écrire des sondages. Okay. Donc, il a pris certaines questions pour voir s'il y avait un recoupement avec le vote du Brexit. En même temps, sans s'arrêter à la rigueur des chiffres non plus, le Brexit, s'il a tiré ces chiffres-là du Brexit, le Brexit étant l'une des manifestations les plus significatives des 2-3 dernières années sur le plan politique et sur le plan populiste, ça reste quand même que c'est symptomatique de ce qui se passe dans le monde, ces chiffres-là. C'est représentatif, sans nécessairement aller chercher à les globaliser, c'est quand même représentatif du monde occidental. Du monde occidental, ouais, oh oui, certainement. c'est ça. Mais on a des réalités différentes, puis on parle d'Occident, mais moi depuis tantôt, je pense juste à l'élection de Duterte aux Philippines. Oui. Que là aussi, puis on s'entend que c'est une réalité qui est très, très, très différente, celle des Philippines, par rapport à la réalité occidentale. Puis malgré tout, on retrouve justement un tel dirigeant élu à peu près dans les mêmes proportions d'ailleurs que les élections de Trump. Puis, bon, enfin. Mais oui, je C'est suis assez complètement global, d'accord. Je pense ouais. pas que ce soit quelque chose qui soit restreint à l'Occident en général. C'est sûr que c'est ici qu'on voit peut-être, je sais pas, de façon plus fréquente, que ça revient dans l'actualité, admettons. Et en fait, la thèse de Goodhart, c'est que la raison pourquoi il y a une montée du populisme avec justement cette distinction-là de groupe, c'est qu'il y a une surreprésentation des Anywheres dans les instances décisionnelles. Et ce qui fait qu'on aurait... très sincèrement, je m'inclus dans cette catégorie-là pour avoir lu la description. Et donc, dans le fond, que les Anywheres auraient imposé leur vue aux Somewheres, par le fait comme à partir du moment où est-ce que tu es surreprésenté, est-ce que tu marginalises pas jusqu'à un certain point une partie de la population? Mais je pense qu'ici autour de la table, on est pas mal tous plus près des Anywhere, qu'on ait voyagé ou pas, certains plus que d'autres, mais on a tous ce fond-là justement, tu sais,
on habitait à Montréal ou on habite encore autour de Montréal ou dans le cas de Sarah puis moi à Ottawa. Donc c'est quand même des villes multiculturelles, vraiment diversifiées. Des valeurs libérales. On a tous fait de l'université à différents niveaux. L'importance de l'éducation. Oui, je pense qu'on se reconnaît dans cette portrait-là. On va assumer notre billet. Puis, En effet, maintenant on va se remettre en question. Moi j'ai en fait une question. Tu disais que la thèse de Goodhart, c'est que les Anywheres auraient imposé leur discours pour endiguer, je dirais pas réduire au silence, disons, les Somewheres. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à un texte d'un sociologue français qui s'appelle Jean Baudrillard, un texte assez peu connu qui s'appelle « À l'ombre des majorités silencieuses ». Et qui traite justement de cette question-là des majorités silencieuses et la thèse qu'il soutient dans ce très court texte, à peu près une 60aine de pages, il fait l'analogie entre les majorités silencieuses et, Sam, ça va te plaire, il fait l'analogie entre les majorités silencieuses et les trous noirs. Bien sûr! En ce sens... je pense que je te vois venir. Vas-y. On a besoin d'une explication. En ce sens que la majorité silencieuse, il la considère comme une espèce de masse au travers de laquelle ne peut passer aucune substance sans finir avalée et réduite à néant. Et... Je pense même que j'ajouterais un autre élément à ça. On en parlait il y a 2 semaines dans l'épisode sur les multivers. Puis le trou noir, on l'a jamais vu, on ne l'observe pas, mais on sait mathématiquement qu'il est là. La majorité silencieuse, c'est un peu ça. Ouais. On peut pas l'avoir. Toutes les parties vont dire la majorité silencieuse est derrière nous, peu importe, mais quand tu viens pour la définir, quand tu viens pour l'observer, ben, tu peux pas être silencieuse. Absolument. Tu la crées, c'est un concept qu'on se crée pour essayer de se donner raison. C'est ça, c'est un non-sens politique et social, et c'est ce qui fait en sorte que quiconque, que ce soit de gauche ou de droite, qui cherche à s'en réclamer, ben il frappe un mur parce qu'il n'y a personne pour corroborer ce qu'il avance. Moi, je pense pas qu'il frappe nécessairement un mur. Je vous dis ce que Baudrillard dit. Moi, on va l'inviter et on va s'ostiner avec. Tu recules son on vient de gagner. On le déterrera. Mais sérieusement, ça s'en est une question, ça. Est-ce que, d'après ce que tu dis, si les Somewheres cherchent à s'opposer au discours que les Anywheres auraient, selon toute évidence, imposé, est-ce que j'avance peut-être quelque chose d'un peu hasardeux, mais est-ce qu'on n'assisterait pas à un réveil de la majorité silencieuse, entre grosses guillemets? Mais c'est exactement la thèse de Goodhart, en fait, et ce réveil-là est dû au fait que les Anywheres auraient, justement parce qu'ils sont surreprésentés dans les institutions politiques, auraient privilégié leurs propres intérêts au détriment des Anywheres. Donc, en fait, il dit que certains domaines ont avancé plus rapidement que d'autres. T'sais, admettons, si on pense au libre-échange. Le libre-échange est définitivement poussé par les personnes qui croient en la mondialisation, c'est-à-dire les Anywheres. On n'a pas de frontières, nous, on voyage, on aime la culture. Citoyens du monde. Citoyens du monde, exactement. Alors que si on pense peut-être aux préoccupations éthiques par rapport au clonage, tu sais, l'aspect moral qui est davantage peut-être lié aux Somewheres, c'est-à-dire cet aspect plus quelque chose de sacré, pas nécessairement relié à la religion, mais tu sais, quelque chose de moral. Préservé. Oui, ça a avancé moins vite. On en entend plus ou moins parler dans les discours politiques. C'est quand même assez étonnant. Je veux pas dire que le discours n'a pas lieu. Je pense qu'il a lieu, mais c'est juste qu'on en entend moins parler. Il avance moins rapidement. Donc, c'était sa thèse. Et en fait, la raison aussi derrière ça, c'est que pourquoi est-ce qu'on a plus de Anywheres dans les institutions politiques et en général qui sont surreprésentés, c'est l'accès à l'éducation. Ça a été un gros moteur au Royaume-Uni avec la diffusion et l'accès, en fait, ce qui fait que, justement, les Anywheres ont pris un peu la place dans les partis de la classe ouvrière. Alors que ces partis-là représentaient majoritairement les Somewheres, donc la classe ouvrière. Maintenant, ils sont à majorité Anywheres. Donc, ça a un certain impact parce que les Somewheres ne se sentent pas représentés dans les partis politiques. Ça remet aussi en cause leur confiance dans les institutions, donc une crise de confiance comme on en entend parler. Mais ça a aussi comme conséquence qu'ils finissent par voter pour des personnes peut-être qui leur ressemblent plus, parce qu'ils ne comprennent pas nécessairement le débat politique, parce que jusqu'à un certain point, les Anywheres, ils ont un niveau d'éducation qui est peut-être plus élevé. On a un langage quand même assez technocrate, qui est peut-être inaccessible pour certaines personnes. Très théorique. Très théorique, en effet.
Donc, est-ce que, jusqu'à un certain point, eux, ils se dissocient ou ne suivent moins la politique? Donc, pour cette raison-là, quand vient le temps de voter, ils voteraient pour des personnes qui leur ressemblent davantage parce que c'est ça sur quoi est-ce qu'ils basent leur opinion. On parle beaucoup de l'aspect politique, mais en même temps, l'appareil politique, ces messages sont véhiculés par les médias. T'as pas encore parlé du rôle des médias vraiment là-dedans, mais en même temps, j'ai l'impression que... En tout cas, je regarde, par exemple, l'élite médiatique au Québec. Ouais. Tu sais, on a Radio-Canada d'un côté, on a Québécois de l'autre, on a la presse aussi qui se situe un peu entre les deux. C'est sûr que ici, le débat a toujours été teinté par fédéralisme, souveraineté. La gauche et la droite commencent à se distinguer puis à être plus présentes aujourd'hui. Mais je regarde par exemple aux États-Unis, quand on dit que personne s'y attendait, on parle des Anywhere, mais on parle beaucoup des médias, justement. Ouais. Est-ce que c'est justement le devoir de conscience n'est pas là, justement, dans la façon dont on diffuse ces messages-là, puis qu'on choisit de les diffuser? Parce que, visiblement, il y avait quelque chose qui irritait une majorité dans les médias. Dans le fond, ce qu'on voit justement, c'est que c'est pas seulement dans le système politique que les Anywhere sont surreprésentés et ont pris le pouvoir, si on veut, c'est aussi par les médias. C'est l'impression que j'ai. Exactement. Puis ça ne fait que... C'est comme une chambre d'écho, au final, de la politique. Et ça vient renforcer, en fait, le mouvement. Et jusqu'à un certain point, parce que, justement, les Somewheres ne se sentent plus représentés ni dans les médias, ni dans les décisions qui sont prises. Le réflexe qu'ils ont, c'est de s'accrocher aux choses où est-ce qu'ils ont le contrôle. C'est-à-dire la famille, la communauté. C'est eux, en fait, ce qu'ils défendent, c'est leur identité, c'est la sécurité. Puis, dans le fond, c'est d'où on arrive, le fait que c'était peut-être une majorité silencieuse qui vient de réagir parce que, dans le principe de démocratie même, c'est de se dire qu'on peut arrêter un mouvement qui ne convient pas à la majorité à n'importe quel moment. Donc, à n'importe quel prix. En effet, quels sont les coûts qui sont associés à ça par la suite? C'est une bonne question. Et est-ce que eux... Mais en même temps, à n'importe quel prix de quelle perspective? Je suis vraiment rendue à ce point-là. Est-ce que c'est de la perspective des Somewheres qui veulent préserver, je veux dire, une certaine sécurité, une certaine stabilité, peu importe le prix? Parce que le prix, c'est nous autres qui le mettons, les Anywheres. Parce que la mondialisation, c'est nous qui la stimulons, c'est nous qui sommes le moteur, en effet. Donc, Puis d'une certaine manière, dans une certaine mesure, c'est quand même encouragé jusque dans la représentation culturelle. Moi, je pense entre autres choses, lorsqu'on remplit une demande de subvention pour des projets, par exemple, de court-métrage, de moyen-métrage dans le domaine artistique, il y a tout le temps, dans quelle thématique le projet que tu soumets pour subvention s'inscrit. Ben, c'est sûr et certain que par les temps qui courent au Québec, en tout cas, si tu dis thématique autochtone et diversité culturelle, ben, soudainement, les organismes subventionnaires sont soudainement plus ouverts à l'idée de subventionner ton projet, justement parce que ça prône, justement, vraisemblablement, une idée des Anywheres. Il y a quelques années, c'était le Moyen-Orient. On pense à Incendie, il y avait plein d'autres films dans ce style-là aussi, puis c'était justement quand on commençait... La pièce. La pièce, mais après ça, le film. Puis après ça, il y a eu un documentaire qui a suivi là-dessus, il y a eu le film Inch'Allah qui a suivi, mais tu sais, on avait vraiment une période de temps, entre quoi, 2008-2009 jusqu'à, mettons, 2012-2013, on avait un 4-5 ans vraiment intense de beaucoup de films québécois qui se passaient au Moyen-Orient ou avec un autre Moyen-Orient. Qu'est-ce qu'il y avait pendant ce temps-là? Ben, c'était le début du débat identitaire. C'était tout de suite après la commission Bouchard-Taylor, merci. Fait que je pense qu'il y a un lien à faire là aussi, justement, où il y avait le débat de la commission Bouchard-Taylor, ce qui était vraiment à l'avant-plan dans les médias surtout, puis par la classe politique, c'était l'idée d'intégrer les nouveaux arrivants, la diversité, tout ça, beaucoup plus que les discours vraiment plus extrêmes de « on ferme nos frontières », tu sais. Puis c'est ça, puis ça a passé là aussi par la culture, je pense. C'est là qu'on comprend la puissance du discours qui est dominant au final, parce qu'on laisse de côté énormément d'autres perspectives. Puis en fait, c'est une question aussi qui a un impact sur la démocratie, parce que, comme j'ai dit, le principe même de la démocratie, c'est de donner une voix à tout le monde et de pouvoir stopper quelque chose qui ne fonctionne pas nécessairement pour la majorité.
Et l'argument de Goodhart, c'est de se dire au final que la majorité a essayé de stopper quelque chose que nous, les Anywheres, on considère comme inévitable. C'est-à-dire la mondialisation, mais de notre perspective à nous, c'est inévitable parce que c'est un choix qu'on fait. Et ce choix-là sert jusqu'à un certain point les intérêts des Anywheres. Parce que à partir du moment où est-ce que tu as une éducation, où est-ce que tu as un bon potentiel humain pour contribuer à l'économie, la seule chose qui t'empêche d'avoir du succès, c'est les préjugés. Et les préjugés sont liés en quelque sorte à la vision des Somewheres de vouloir... En fait, je comprends tout à fait leur point de vue aussi jusqu'à un certain point, de plus se sentir, avoir un sentiment d'appartenance avec les personnes qui leur ressemblent, des personnes de leur communauté. Et puis là, ça pose la question au final, est-ce que, puis on revient au coût, à n'importe quel coût, est-ce que dans la démocratie, il y a toujours cette tension-là, en fait, entre est-ce que la majorité a raison ou est-ce que par rapport au vote, parce qu'on donne le vote à tout le monde, ou la tension aussi avec le fait la gouvernance éclairée. Donc, jusqu'à un certain point, c'est une question qui est revenue aussi avec le Brexit. Le vote du référendum n'est pas contraignant au Royaume-Uni. C'est le Parlement qui va voter au final par rapport à savoir si l'accord ou l'entente avec l'Union européenne va être adopté ou non. Mm-hmm. Donc, est-ce que le politique pourrait faire un retour en arrière, en fait, de se dire que non, c'est pas ça finalement qui va arriver, de juste remettre en question la volonté populaire? Ça serait une façon de... Ça serait encore plus dommageable à la démocratie, je pense. Ben, c'est ça que j'étais en train de me dire, parce que peu importe l'opinion des personnes qui ont remporté ou qui ont été défaites, s'il y a eu vote populaire et que la décision du Parlement britannique ne reflète pas la volonté du vote qui a été mis de l'avant par l'opinion populaire, comment ça s'appelle un régime comme ça? Ouais. Je veux pas Même si sur papier ils peuvent le faire. Même si sur papier, mais encore une fois, c'est en théorie. Il y a un coût politique trop grand, puis ça mettrait à mal vraiment leur institution, je pense, puis encore plus la confiance, puis la détérioration de la confiance, justement, du peuple en général envers les institutions politiques et les politiciens. Même si le choix rationnel, ça serait de pas faire le Brexit. Puis jusqu'à un certain point, est-ce que les conditions lors du vote du référendum vont toujours être présentes au moment de faire le vote sur l'entente qui va se passer littéralement 2 ans plus tard? Il y a ça aussi, il y a eu un changement, il y a eu des élections au Royaume-Uni en juin 2017. Il y a eu quelques changements au sein de la représentation, donc au sein des députés qui ont été élus. C'est plus la même représentation qu'au moment du vote sur le référendum. Est-ce que ça aussi, ça peut jouer dans les cas? Parce que à partir du moment où est-ce que les personnes votent pour un député qui représente une certaine vision, ça peut aussi avoir un impact sur le vote du Parlement par la suite, parce que, je veux dire, c'est aussi un vote populaire jusqu'à un certain point. Donc, c'est une question qui était vraiment intéressante dans son livre. Donc, je trouvais ça... je trouvais que sa vision était originale. Puis, le point qui m'a vraiment, en fait, qui me fait questionner, c'est que il dit que la stratégie pour convaincre peut-être les Somewheres, parce qu'en fait, quand on se dit que les Somewheres n'adhèrent pas justement à cette volonté-là de mondialisation et qui se sentent plus attachés à la communauté, le réflexe des Anywheres, c'est de se dire « Ok, c'est correct, on va les convaincre ». Sauf que, est-ce que c'est vraiment la bonne stratégie à avoir? Puis lui, c'est là qu'il change la perspective complètement. C'est qu'il dit, au lieu de faire la promotion de la diversité, de dire que la mondialisation, c'est incroyable, ça va apporter des bénéfices, c'est de dire... OK, est-ce qu'on peut essayer de voir ce qu'on a en commun? Parce que dans le fond, j'ai oublié de dire que David Goodhart, il travaille pour un think tank du côté du Royaume-Uni. Ça s'appelle Policy Exchange. Et il travaille sur l'immigration et l'intégration des immigrants au Royaume-Uni. Donc, dans le fond, lui, sa vision, c'est de se dire, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt travailler sur ce qu'on a en commun au lieu de se dire, vive la diversité, c'est mieux d'avoir plusieurs points de vue, qui est définitivement le discours qu'on a actuellement au Canada. Oui. Un genre de multiculturalisme un peu vide, là, mais bon. Mon opinion. L'éditorial. Oui, en tant que fonctionnaire, on va se garder un devoir de réserve. Ça va et moi, je pense. Mais c'est pas sans dire que durant le 150e, il y a quand même eu des efforts pour créer ce discours-là de se dire qu'est-ce qu'on a en commun. Oui, on a l'histoire, l'histoire. Ouais. Puis on voit à quel point ça a été concluant. On est tous
tellement plus fier d'être Canadien depuis l'an dernier. Ben moi, je suis fier d'être Canadien depuis 1812, là. Je suis pas pour vous. Ah, ben oui, c'est sûr que la guerre, ça fait un gros changement. Ah, ben oui, absolument. Nation guerrière. Mais revenons à nos moutons. On parlait beaucoup justement de l'aspect de communauté. J'ai l'impression justement que les Somewhere, souvent, ce qu'ils voient justement, étant donné que c'est très proche, c'est aussi des conséquences négatives pour eux de la mondialisation. Puis c'est dur de leur faire avaler la pilule quand eux, ce qu'ils retiennent, c'est finalement la fermeture de l'usine parce que c'était plus payant à cause de la tombée des barrières de construire cette usine-là au loin. Puis d'essayer de trouver justement, tu sais, pour nous en tant qu'Anywhere, puis là je construis un groupe, là, c'est facile de se dire que ça va bénéficier à tout le monde, l'éducation, tout ça, mais quand c'est pas dans ta culture, dans dans tes alentours finalement, c'est dur de les convaincre finalement. Ouais. Puis, pour revenir à l'exemple que tu donnais de l'usine, ben, la réponse qu'on va avoir des Anywhere, ça va être de dire « Ah, mais c'est pas la mondialisation qui a causé le fait que l'usine est partie. » On regarde les chiffres qu'on voit, c'est que c'est l'automatisation, c'est les nouvelles technologies. Mais ça vient pas régler le problème que ton usine a quand même fermé, puis que le monde se sente laissé derrière. Puis là, après ça, la question sous-jacente qui va venir après, c'est ben, c'est vraiment une si bonne chose dans ce cas-là de faire ce changement technologique-là. Puis c'est là justement qu'il faut se mettre dans le pot de tout le monde-là, puis pas juste de dire comme mais c'est pas ça le problème, c'est ça, puis ça on peut rien faire, la technologie on peut rien faire, ça avance tout seul. Non, ça avance pas tout seul. On fait ce choix-là, puis oui, il y a un choix économique derrière ça, il y a un choix rationnel économique de toujours pousser plus ces avancées-là. Mais c'est parce que là, le problème c'est qu'on a des élites qui sont pas attardées à penser au coût que ça avait sur les populations. Puis particulièrement, justement, les populations, ben, les somewhere, les populations plus en région. Mais c'est ça, justement, le fait qu'il y ait eu une distinction entre ces groupes-là, puis qu'il y ait un groupe qui vit dans une réalité qui est un petit peu alternative, déconnectée de l'autre, ça fait en sorte que ces problèmes-là ne vont pas leur apparaître évidents jusqu'au moment où tout pète, puis qu'on se retrouve avec des situations comme par exemple des élections auxquelles les résultats, on ne pouvait pas les prévoir. Ouais. Puis là, c'est se demander, est-ce que ça serait possible de ralentir le rythme aussi? Parce que ça aussi, c'est un choix qu'on fait. Juste, là, les personnes vont répondre, oui, mais jusqu'à quel coût? Mais le coût, c'est nous autres qui nous l'imposons à nous-mêmes au final. Tout à fait. Dans le fond, au final, ce serait de se demander est-ce qu'il n'y aurait pas moyen pour les Anywheres de recalibrer leur discours de telle sorte de concilier le chemin pris par la mondialisation tout en considérant les soucis des populations, disons, plus locales. Puis il y a une réflexion que j'ai depuis plusieurs minutes déjà, puis je vais essayer de bien la vulgariser, mais ça vient de me frapper. Depuis pas mal des années 80, avec l'arrivée du néolibéralisme comme discours économique dominant, l'économie est très présente dans le discours public. Je veux dire, depuis ce temps-là, c'est pas mal ça qui domine chaque élection qu'on a, que ce soit au Québec, au Canada ou en général en Occident. Il y a des exceptions ici et là, mais c'est toujours un moment, c'est vraiment marquant dans le processus électoral puis dans le discours politique. Puis surtout, en fait, c'est cette remise en question limitée de ce système économique-là, qui est le système capitaliste, surtout sous sa forme néolibérale. On regarde dans les années 90, il y a beaucoup de partis qui étaient traditionnellement plus à gauche. Je pense au Parti démocrate aux États-Unis, au Parti travailliste au Royaume-Uni, qui ont décidé d'aller vers ce qu'on appelle la troisième voie, qui est au final de pas mal d'accepter le discours néolibéraliste, de mettre des wow, là, les droits des travailleurs ou l'environnement, fait que, de le contraindre un petit peu, mais sans nécessairement le remettre en question, exactement. Puis là, on est arrivé à l'énorme crise financière de 2008, et qui montrait que, OK, ce système-là, il y a des limites, il y a de quoi qui marche pas, tu sais. Mais que, oui, on met plus de régulation, on met certaines choses en question, mais on ne remet pas ce système-là lui-même en question. Et que plus ça va, et plus justement avec la combinaison des nouvelles technologies, de la mondialisation, il y a de plus en plus de monde qui se retrouve à être affecté négativement par ce système-là ou qui n'en voit pas les bénéfices, parce qu'il y a quand même certains bénéfices malgré tout. Je me demande si le fait d'avoir ça comme discours dominant, que dès qu'on essaie de le remettre un peu en question, on se fait traiter de communiste ou d'hérétique, ça vient pas ajouter à toute cette exacerbation-là du peuple, entre guillemets, versus les élites, entre guillemets. T'sais. Eux autres, nous puis eux. Puis je pense que c'est un autre élément qui vient rajouter à ça, puis à ce backlash-là populiste qu'on voit depuis bientôt 10 ans, vraiment de plus en plus en Occident, qui est pas seulement donc politique, mais qui est aussi économique, puis dans
cette absence d'avoir plusieurs discours économiques qui soient considérés valables par les médias, par exemple, ou par l'élite politique. Ça m'amène une autre question. Je trouve ça étrange que, justement, il y ait ce rejet-là de ce système-là qui soit comme limité, mais présent, mais que ceux qui le rejettent, c'est ceux qui vont justement du moins, c'est ceux qui vont être... qui vont se présenter comme ceux qui marginalisent, justement, ceux qui s'attaquent à ce système-là. Mm-hmm. On regarde pour qui les populations, justement, votent, puis on retrouve souvent, justement, quand on parle de régions rurales, tout ça, c'est des gens qui vont voter pour des partis qui sont plus conservateurs, qui prennent des positions qui sont beaucoup plus à droite, puis beaucoup plus proches, justement, du néolibéralisme économique, comme par exemple les républicains qui sont des dérégulateurs comme finis, puis dogmatiques, là, à la limite, et pourtant c'est les populations qui en souffrent le plus qui vont aller voter pour ces gens-là. Ouais. C'est la force de ce parti-là, du Parti républicain, ce qui est incroyable qu'ils ont réussi à faire depuis une trentaine d'années, c'est que justement, tu regardes les États qui sont tout le temps rouges, je pense au Kansas par exemple, vraiment la Bible Belt, donc au centre des États-Unis, le sud des États-Unis en général, c'est du monde justement, tu regardes toutes les statistiques en termes de bien-être de la population, puis c'est tout le temps là que c'est le pire. Si vous voulez savoir c'est lequel le pire État aux États-Unis, c'est le Mississippi. C'est tout le temps le 50e État sur 50. Ça n'a aucun bon sens, mais ils vont voter rouge, ils vont voter républicain à fond. Pourquoi? Parce que c'est une gang de somewhere. Tu sais, t'as pas de grande ville vraiment au Mississippi. C'est pas une ville qui est connectée au monde. C'est pas là qu'il y a le plus d'immigrants. Mais donc, eux autres, le discours conservateur en termes social va venir plus les chercher parce que justement, c'est la famille, c'est la tradition, ça vient vraiment leur parler. Puis c'est là-dessus que les républicains vont miser dans des États comme ça, même s'ils vont avoir l'agenda vraiment à droite en termes économiques, c'est les premières victimes, ça va être eux, à cause de l'aspect social, que là, ils viennent leur parler, puis là, ils viennent les rejoindre. Puis ça, c'est simple. La famille, un petit barbecue le dimanche après-midi, pas dur à comprendre, tu sais. C'est ça qui vient de rejoindre ces gens-là, je pense. Oui, puis même, je veux dire, par rapport à Trump, c'est juste aussi l'appel de je vous représente, je suis quelqu'un qui représente vos intérêts dans le sens que je suis comme vous. Littéralement, c'était son discours. Ouais. Comparé, admettons, aux démocrates qui pourraient paraître un peu condescendants jusqu'à un certain point parce qu'ils n'ont pas la même réalité, justement parce qu'ils vivent dans les villes et ce sont des anywheres, justement, ils n'ont pas la même perspective. Donc, il y a une certaine... je pense que justement, le Mississippi se retrouve peut-être plus justement dans ce genre de discours-là. Michael Ignatieff, en fait, avait même eu cette réflexion de c'est pas de la politique qui est intelligente que de se présenter comme la voix de la raison. Au final, c'est plus de la condescendance élitiste. Ouais. Et en fait, ils appellent ça les Brexiters, donc les personnes qui ont voté pour le Brexit, en fait, pour quitter l'Union européenne, avaient leurs raisons. Et ce sont ces raisons qui ont gagné l'argument au final. Donc, c'est ça le problème actuellement, c'est que j'ai l'impression avec ce discours dominant-là, on a une certaine condescendance, puis même, il y avait une ligne ou une certaine partie du livre où est-ce que David Goodhart parle du terme racisme. Et en fait, il parle du fait qu'on utilise le terme raciste à toutes les sauces. On parle de raciste par rapport au nettoyage ethnique, qui est un crime contre l'humanité. On s'entend que, je veux dire, c'est interdit en droit international. Et on traite également une personne qui a une préférence peut-être pour ses citoyens, pour quelqu'un qui lui ressemble, qui pourrait, oui, avoir un impact peut-être négatif sur justement les immigrants, sur sa perception des immigrants. Cette personne-là va être aussi appelée raciste. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une certaine tempérance dans les discours de ce point de vue-là? Et ça aussi, ça paraît un peu condescendant jusqu'à un certain point de se dire parce que vous acceptez pas ces personnes-là, vous êtes raciste. Ouais, Philippe Couillard qui a qualifié la CAQ d'extrême droite il y a quelques semaines. Je veux dire, oui, la CAQ est à droite, puis oui, des fois c'est un peu niaiseux ce qu'ils disent, mais là, de l'extrême droite, on se calme, tu sais, mais... Ouais. Donc, je pense que, sincèrement, le fait que le discours actuel est peut-être pas tempéré puis qu'on a un manque de diversité dans les points de vue mène à une certaine exacerbation des positions. Et ça mène, en fait, puis c'est là, en fait, que je dirige, en fait, cet épisode. Est-ce qu'on n'arrive pas à une polarisation des positions? Puis c'est ça qu'on voit de plus en plus avec du côté du politique, avec la montée de Doug Ford, la montée de la CAQ, justement Trump, l'élection de Trump. Et on arrive aux extrêmes que j'ai parlé au début, les citoyens du monde et les ultranationalistes.
En fait, là, dans le fond, les citoyens du monde seraient complètement déconnectés des préoccupations nationales. C'est une minorité qui bénéficie de la mondialisation, qui se sentent en fait citoyens un peu partout. Donc, tu sais, quand on est en Europe, au final, on se sent un peu comme chez nous. Puis, en fait, Chrystia Freeland avait parlé de cette classe-là dans son livre. C'est Plutocrats, The Rise of the New Global Super Rich. Elle parle majoritairement des 1% et du 0,1% aux États-Unis. Mais c'est une mentalité, en fait, où est-ce que ces personnes-là sont complètement déconnectées de la réalité de la classe moyenne, au final. Parce qu'ils ne se définissent pas par la nationalité, ils se définissent par leurs intérêts, majoritairement, ou du moins dans des expériences qu'ils ont partagées. Et on voit également du côté des ultranationalistes qui, en fait, comme j'ai dit au début, qui voient peut-être plus la citoyenneté comme un club restreint. Mais ça on peut qualifier autant l'extrême gauche que l'extrême droite. Là. Je mets pas je fais pas de distinction par rapport à ça, mais ce qui était vraiment intéressant, c'est que dans l'actualité de ce mois-ci, je fais une petite publicité pour le magazine de l'actualité à Montréal, mais le numéro du mois de juin, il y a un dossier sur l'armement de l'extrême gauche aux États-Unis, en réaction à la montée de l'extrême droite, qui, elle, est très violente. Et on se rappellera, en fait, des manifestations à Charlottesville en août 2017, où est-ce qu'il y a eu une confrontation, littéralement, entre les deux groupes. Et là, en fait, une partie de l'extrême gauche qui est armée, qui voit davantage ça comme de l'autodéfense, dans le sens comme si l'extrême droite nous attaque, on va répondre. Mais il y a une minorité dans l'extrême gauche qui veulent répliquer de façon préventive. Donc, d'attaquer l'extrême droite pour leur dire, si vous essayez, nous, de nous attaquer, voici ce qui va en résulter. Est-ce qu'on parle de groupes comme les Antifa, par exemple, ou est-ce que tu as des exemples de groupes qui... Parce que souvent, au Québec, on parle, par exemple, de la Meute ou ces groupes-là qui représentent l'extrême droite. Storm Alliance, tout ça, ouais. Mais la gauche, souvent, on va toutes les mettre ensemble comme des opposants, mais c'est ça, c'est quoi c'est qui cette gauche-là? C'est qui l'organisation ou les organisations derrière? Je crois qu'il parle des Pink Pistols. Puis il y a également les Rednecks, qui étonnamment sont de l'extrême gauche. Les Rednecks sont de membres des Redneck Revolt. Donc, donc il y a des groupes puis il y en a certains, c'est pas nécessairement avec des armes, c'est plus du côté des arts martiaux, être capable de se défendre, mettons, si quelqu'un les attaque de façon physique. C'est l'utilisation de la violence, finalement, pour faire valoir... à la violence. Okay. C'est là qu'on se demande aussi, dans les extrêmes, c'est là que les deux extrêmes se recoupent aux États-Unis, c'est par rapport au support pour les armes, mais c'est que ton discours, tu es rendu à vouloir convaincre l'autre, parce que tes mots ne sont plus assez forts, tu es rendu à vouloir convaincre l'autre avec tes armes. Fait que c'est vraiment rendu à ce point-là du côté américain. Et sincèrement, moi, ça me fait peur, pour avoir été aux États-Unis en 2016, de voir ce potentiel de dégénération-là du côté américain parce que c'est ce risque-là qui vient avec le fait qu'on ne change pas de stratégie, du fait de vouloir continuer. C'est sûr qu'ils ont un président particulier, on s'entend qu'ils exacerbent les tensions au sein de la population. Mais admettons, du côté canadien, si on y pense, si on continue avec la stratégie de promouvoir la diversité et que le réflexe naturel des Somewhere est de continuer, d'essayer de garder le contrôle sur ce sur quoi est-ce qu'ils l'ont pour le moment, c'est-à-dire la famille, la communauté, les valeurs, la culture, est-ce qu'on va pas arriver à une polarisation où est-ce qu'on va avoir ces extrêmes-là dans la société? On l'a vu, comme vous avez dit, avec la Meute du côté du Québec. Est-ce que c'est ça vers quoi est-ce qu'on tend? Donc, je pose la question, je veux dire, pour le futur. La confrontation, je pense qu'elle existe déjà, peut-être pas d'une manière aussi répandue qu'aux États-Unis. En tout cas, ça fait définitivement pas partie de notre culture, en tout cas au Québec, mais j'ai déjà été témoin, moi, personnellement, d'une confrontation entre des membres d'un groupuscule non identifié. Je sais même pas si c'est un groupe même, mais des membres qui s'identifient définitivement à l'extrême gauche et de l'extrême droite au Québec. On donnait une conférence pédagogique sur quelle était la situation avec les groupes d'extrême droite au Québec dans une librairie à Montréal. Et avant même que la conférence ait pu commencer, il y avait quelqu'un dans la salle qui avait déjà crié aux fascistes et à la personne qui avait été accusée d'être d'extrême droite s'est levée et est partie. Et juste avant de sortir, elle a trébuché ou quelqu'un lui a fait un croc en jambe et finalement il y a
il y a une bagarre qui a éclaté dans la librairie pendant à peu près 1 minute et demie, 2 minutes. Et certains groupes d'extrême, identifiés à l'extrême droite se sont déjà présentés dans un cégep. Je pense que c'est le cégep de Vieux-Montréal, mais il faudrait que je confirme cette information-là, pour empêcher ou disons perturber la tenue d'un cours dans lequel le prof faisait l'éducation là-dessus. Et je sais qu'il y a un commentateur spécialiste des groupes d'extrême droite au Québec, Xavier Camus, qui est très polarisant, lui, de son côté, et à peu près toutes ses interventions sont ou bien menacées, ou bien effectivement perturbées, parce qu'il a un discours très véhément, très véhément là-dessus. Puis aussi parce qu'il a réussi à infiltrer certains de ces groupes-là sur certaines pages Facebook ou groupes Facebook privés, puis il a réussi à montrer justement comment le fonctionnement plus interne de la Meurthe ou de Storm Alliance, des groupes comme ça, les soldats d'Odin. Il a vraiment réussi à... beaucoup de choses qu'on connaît de ces groupes-là, c'est grâce au travail qu'il a fait, lui. Donc, justement, c'est une cible première de ces groupes-là. Mais pour refaire un lien avec ce que tu disais, avec la confrontation entre l'extrême droite ou l'extrême droite, ça, je pense qu'on a là, dans un certain sens, c'est prévisible, mais est-ce que c'est pas symptomatique, justement, d'une perte de contrôle de qu'est-ce qui est en train de se passer, en ce moment, si en réaction à des groupes d'extrême droite, on a la résurgence de groupes d'extrême gauche? Mais c'est que chacun campe sur ses propres positions, que ce soit les citoyens du monde, que ce soit les ultranationalistes, que ce soit les Anywheres ou les Somewhere, chacun campe sur ses positions, et j'ai l'impression, puis c'est en fait sa thèse à lui, David Goodhart, c'est de se dire, est-ce qu'on n'a pas la mauvaise stratégie en ce moment? Justement parce qu'on voit qu'il n'y a aucun changement, est-ce qu'on ne devrait pas juste changer la perspective et changer de stratégie? Je me demande, au Québec, on est quand même, en général, je pense, moins affecté par ces questions-là. Entre autres parce qu'on est juste une société qui est moins polarisée en général. Je veux dire, on a été polarisé pendant longtemps sur la question nationale, évidemment, mais sur le côté gauche-droite, que ce soit autant en termes sociaux qu'en termes économiques, c'est un discours qui est plus récent puis qui, même là, n'est pas particulièrement polarisé si on se compare à beaucoup d'autres pays occidentaux. Mais si on regarde surtout le spectre politique sur lequel se situent les partis, la distance entre les partis et les positions sont bien moins grandes qu'ailleurs. Oui, exactement. Puis je me demande, en fait, surtout au niveau social, le fait qu'on ait peut-être un moins grand symptôme de somewhere puis anywhere, est-ce que ça serait parce que, peu importe le parti, dû à notre situation géographique, le fait d'être 7,4 millions de francophones, entouré de 300 millions d'anglophones, d'avoir cette lutte-là, en fait, pour la survie de notre langue et notre culture, qui est quand même acceptée à divers niveaux par tous les partis politiques. Est-ce que justement ça aide pas à ce que tout le monde se sente un peu somewhere, même parmi les anywhere, même les plus anywhere vont être plus proches, le spectre va être vraiment beaucoup plus rapproché à ce niveau-là entre les deux groupes. Je me demande si ça serait pas une des raisons qui fait qu'on est heureusement moins touché par ça. On n'est pas à l'abri de ça, vraiment pas, mais on est peut-être plus chanceux à cause de notre situation unique en Amérique du Nord. Puis je dois avouer qu'il y a beaucoup de commentaires d'étudiants en fait qui provenaient de l'extérieur qui m'ont dit qu'ils trouvaient que la société québécoise était très consensuelle. On essaie rarement de créer... Pas ça chicane. Non, c'est ça, puis on le fait rarement aussi dans les lieux publics, sauf exception du débat sur la charte, où est-ce que ça a ouvert une boîte à surprise. Mais habituellement, c'est pas le genre de débat qu'on aurait, admettons, sur la place publique. Ouais. Puis en même temps, même la charte, si on regarde les propositions qui étaient faites par le PQ, qui personnellement venaient pas me rejoindre, on s'entend qu'il y avait un article sur la charte qui a vraiment polarisé le monde, c'est la présence de signes religieux ostentatoires. Mais on compare le débat qu'on a eu sur la charte à certaines mesures qui ont été faites comme en France, comme l'idée juste de bannir le voile, point. Puis on s'entend que même notre débat de la charte, oui, il a été intense, oui, il a été polarisant, mais tabarouette que sur cette question-là, comparé à bien d'autres places, nos extrémistes, entre guillemets, allaient beaucoup moins loin qu'ailleurs. Fait que même là-dessus, on a été chanceux, si on veut, dans ce débat-là, tu sais. Ben, je pense que ça va être à voir, en fait, à la prochaine élection provinciale. Ce que j'ai appris, en fait, avec mes passages à Washington et à Londres, c'est de ne pas faire de prédictions. Donc, puis ne pas aller au Québec pendant cette période-là, s'il te plaît. Reste à Ottawa. J'ai pris le message en considération. Donc voilà.
Sarah, merci beaucoup. C'était passionnant comme débat. Très stimulant. Vraiment très intéressant. Surtout avec le contexte. Donc l'émission va sortir une semaine ou deux après les élections en Ontario, en fait, où en ce moment, en date du 20 mai où on enregistre, Doug Ford mène dans les sondages par je pense 20 points de pourcentage, mais il y a une certaine remontée du NPD qui se fait sentir. Donc il y a espoir que peut-être que Doug Ford ne soit pas élu. Donc ça va être à voir. Les Italiens vont avoir terminé en fait probablement d'avoir formé leur gouvernement du mouvement 5 étoiles puis de la Ligue du Nord. Donc là encore, je vous invite à regarder ce qui s'est passé là-dessus. Ça risque d'être assez intéressant et inquiétant en même temps. Donc encore une fois, Sarah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et Rosemary, Clarence, Samuel, merci à vous aussi. Et on se dit, ah non, c'est vrai, faut que je plug nos affaires. Ouais. Ben oui. N'oubliez pas, en fait, chers auditeurs, on est disponible sur Apple Podcast. S'il vous plaît, juste nous laisser 5 étoiles, des commentaires, ça nous aide à monter dans les algorithmes, faire connaître le show. On est aussi disponible sur Podbean, Google Play et YouTube. Là aussi, vous pouvez vous abonner, on l'apprécierait grandement. Et nous laisser des petits commentaires sur Facebook, liker notre page, partager la page et l'émission à vos amis. Donc, merci encore une fois à tout le monde et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir. Salut!